Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous avez devant vous le docteur Ali Kola Koïta, chargé du cours du droit des obligations à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, ancien chercheur maître assistant à la faculté de droit privé. Donc ce cours est enseigné en licence 2 avec un volume horaire de 32 heures. Le droit des obligations, c'est une discipline enseignée en licence 2, une discipline très importante qui est naturellement considérée comme la mère des disciplines juridiques et qui est aussi un droit qui se vit au quotidien. Donc c'est pour cette raison ce droit des obligations est important à plus d'un titre. Donc à la lumière de ces précisions, naturellement, ce droit des obligations vise ce qu'on appelle un objectif qui permet naturellement aux étudiants d'avoir un grand raisonnement juridique, mais également de les préparer naturellement à affronter toutes les autres disciplines juridiques. Parce que je l'avais dit au départ que le droit des obligations est la mère des disciplines juridiques. Pour cela, naturellement, sa connaissance est une nécessité, naturellement, pour toute personne qui apprend bien entendu le droit, qui aspire à être bien entendu un éventuel juriste dans l'avenir. Donc pour cela, dans l'étude introductive, il s'agit pour nous, naturellement, de nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une obligation en général, ce qui nous permet de parler un peu de la notion d'obligation, de comment naît l'obligation. Il s'agit bien entendu des sources et effectivement de parler un peu d'une certaine classification. Donc en parlant d'obligation, au sens juridique du terme, c'est un lien de droit entre bien entendu deux individus. Il s'agit bien entendu d'un créancier et d'un débiteur. Le créancier, c'est un sujet actif qui est en droit d'exiger l'exécution d'une prestation dont l'exécution est sanctionnée par la règle de droit. Et pour cela, le créancier, c'est qui? Le créancier, c'est celui à qui on doit. C'est celui envers qui on est tenu. Et le débiteur, naturellement, c'est celui qui doit, c'est celui qui est tenu. Il est tenu de faire quoi? Il est tenu d'exécuter, bien entendu, une prestation. Cette prestation peut être de faire, peut être de ne pas faire, ou peut être, bien entendu, de donner. Maintenant, la question qui se pose est de savoir quelles sont les sources des obligations. Les obligations naissent des actes juridiques et des faits juridiques. Donc la question qui se pose est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un acte juridique. Un acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Je suis obligé, pourquoi je suis obligé? Parce que tout simplement, je l'ai voulu. Le fait juridique, par définition, c'est un événement volontaire ou involontaire susceptible de produire des effets de droit sans que ces effets aient été spécialement recherchés par les parties. Exemple, la naissance, le décès. Alors que l'exemple de l'acte juridique, c'est par exemple le contrat. Donc la différence ici, bien entendu, c'est que dans l'acte juridique, il y a la volonté. Dans le fait juridique, il peut y avoir la volonté ou pas, parce que le fait juridique peut être volontaire ou involontaire. Et également, on va essayer de parler de la classification des obligations. Ici, on peut faire la distinction entre l'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire et l'obligation de donner. Dans l'obligation de faire, il s'agit pour le débiteur de faire quelque chose. Exemple, un menuisier qui s'engage à fabriquer une armoire. Dans l'obligation de ne pas faire, il s'agit bien entendu d'une abstention. Ici, le débiteur est tenu de ne pas faire quelque chose. Exemple, le vendeur d'un fonds de commerce. Exemple, bien entendu, le salarié. Le salarié est tenu de ne pas concurrencer, bien entendu, son employeur. Et enfin, l'obligation de donner, il s'agit tout simplement de transférer la propriété d'une chose. On peut également faire la distinction, bien entendu, entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Maintenant, pourquoi cette distinction? C'est pour savoir à partir de quand le débiteur est en faute. Donc, à partir de là, l'obligation de moyens, le débiteur est tenu d'utiliser tous les moyens dont il dispose afin de parvenir à un résultat. Donc, exemple, l'obligation de médecin. Mais quant à l'obligation de résultat, le débiteur est tenu, coûte que coûte, vaille que vaille, advienne que pourra, pour atteindre, bien entendu, le résultat. Exemple, l'obligation du transporteur. Donc, dans un chapitre premier, nous allons voir, bien entendu, les règles générales. Donc, ces règles générales nous conduisent naturellement à parler, bien entendu, de ce qu'on appelle les actes juridiques bilatéraux et les actes juridiques unilatéraux. Mais également, ces règles générales nous poussent naturellement à parler du principe de l'autonomie de la volonté. Donc, le principe de l'autonomie de la volonté, effectivement, est un principe qui imprègne tout le droit des obligations. Il s'agit bien entendu d'une doctrine, naturellement, qui a été initiée, bien entendu, par ce qu'on appelle des philosophes, mais que signifie réellement, concrètement, un tel principe? Cela signifie, bien entendu, que la volonté est la source et la mesure, bien entendu, du droit. Mais on va se rendre compte, effectivement, que compte tenu de l'évolution de la société, de la vie des hommes, bien entendu, ce
principe c'est vu limité. Mais ce principe a dégagé un certain nombre de corollaires, parmi lesquels, bien entendu, il y a le principe de la liberté de contracter ou de ne pas contracter, il y a le principe, bien entendu, du consensualisme, il y a le principe, bien entendu, de la force obligatoire du contrat, et enfin le principe de l'effet relatif. Mais en quoi consiste, bien entendu, ce principe de la liberté de contracter ou de ne pas contracter? Je suis créancier ou débiteur parce que je l'ai voulu. Donc, pour être créancier ou débiteur, il faut avoir manifesté, bien entendu, sa volonté. Le principe du consensualisme signifie, selon bien entendu les auteurs, les tenants de l'autonomie de la volonté, c'est que, naturellement, tous les contrats, bien entendu, sont liés à la volonté. Donc le consensualisme signifie, bien entendu, que le contrat est valable dès le seul échange, bien entendu, du consentement. Donc la force obligatoire du contrat signifie, bien entendu, que le contrat est la loi des parties. Donc par conséquent, bien entendu, aucune autre personne ne peut s'interférer, bien entendu, au contrat. Enfin, le principe de l'effet relatif signifie, bien entendu, que le contrat étant la loi des parties, et ne concerne que les parties, donc cela signifie qu'il ne concerne pas les tiers. Donc à partir de là, bien entendu, ce principe s'est vu limité, bien entendu. Donc je donne un exemple, bien entendu, de la limite des principes de la liberté de contracter ou de ne pas contracter. C'est l'imposition, bien entendu, de ce qu'on appelle des contrats obligatoires. Exemple, le contrat d'assurance. Mais également, le principe du consensualisme a été limité avec, bien entendu, l'exigence du formalisme dans certains, bien entendu, contrats. Donc, après avoir précisé ce qu'on appelle ces règles générales, nous allons naturellement parler de la formation du contrat. Comment se forme le contrat? Le contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Mais sa définition est contenue, bien entendu, dans l'article 21 du régime général des obligations, qui nous enseigne que le contrat est une convention en vertu de laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à faire, à ne pas faire ou à donner, bien entendu, quelque chose. Nous avons déjà donné la signification des obligations de faire, de ne pas faire ou de donner. Donc, comment se forme le contrat? Le contrat se forme par la jonction, bien entendu, de l'offre et de l'acceptation. Donc, le contrat se forme par la rencontre de deux volontés concordantes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une offre? Une offre est une sollicitation. Elle est encore appelée sollicitation. L'offre est une proposition par laquelle, bien entendu, une personne appelée, l'offrant ou le sollicitant, demande à une personne bien déterminée ou à un public, naturellement, la conclusion d'un éventuel contrat. Donc, lorsque cette offre a été acceptée, on peut dire que le contrat est formé. Donc, à partir de là, la question qui se pose est de savoir qu'est-ce que c'est que l'acceptation. L'acceptation, par conséquent, bien entendu, est la réponse positive apportée, bien entendu, à l'offre. Donc, c'est pour cette raison, lorsqu'il y a la jonction de l'offre et de l'acceptation, le contrat, il est formé. Mais la question qui se pose est de savoir est-ce que le silence équivaut naturellement à une acceptation. Nous savons que le silence est un comportement passif. Mais, en droit, il y a un principe qui est posé, le silence n'a pas de valeur juridique. Mais il y a des exceptions, parmi lesquelles on peut citer, bien entendu, trois, lorsqu'il existe des relations d'affaires antérieures entre les parties et lorsque, en réalité, cela est prévu par les usages ou lorsque, bien entendu, l'offre de contracter est destinée, ce qu'on appelle à l'intérêt du destinateur. Donc, à la lumière de ces précisions, pour que le contrat se forme, le contrat doit obéir, bien entendu, au respect d'un certain nombre de conditions. Il y a ce qu'on appelle des conditions de fond qui sont logées dans l'article 28 du régime général des obligations, parmi lesquelles, bien entendu, il y a le consentement, il y a la capacité, il y a l'objet, bien entendu, et la cause. Mais nous savons, bien entendu, que le législateur peut aussi exiger le respect d'une formalité ou d'un formalisme. Sans le respect de ce formalisme, le contrat n'est pas valable. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a des conditions de fond, mais il peut y avoir aussi des conditions, bien entendu, de forme qui constituent naturellement la limite aux conditions de fond. Donc, une fois que ces conditions sont respectées, nous pouvons d'ores et déjà dire que le contrat est valablement formé. Mais la question qui se pose est de savoir, bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'un consentement? Un consentement, c'est donner, bien entendu, son accord. Ce consentement doit exister, mais ce consentement doit aussi être intègre. Qu'est-ce qui est susceptible d'entacher le consentement? Il y a trois vices qui sont susceptibles d'entacher le consentement. Il s'agit de l'erreur, du dol et de la violence. Donc, l'erreur est une fausse appréciation de la réalité. Le dol est une tromperie. La violence, naturellement, est une contrainte physique ou morale exercée, bien entendu, sur un contractant en vue d'amener à donner son consentement. Donc, à la lumière de ces précisions, lorsque les conditions de formation ne sont pas respectées, nous pouvons d'ores et déjà dire, bien entendu, que le contrat est un contrat irrégulier. Donc, ce contrat irrégulier est un contrat qui sera sanctionné. Sera sanctionné par quoi? Sera sanctionné, bien entendu, par la nullité. Donc, la nullité peut être définie comme l'anéantissement de l'acte contractuel. Donc, par conséquent, il existe deux sortes de nullité. Il y a la nullité relative et la nullité absolue. La nullité absolue est une nullité dans laquelle, bien entendu, l'intérêt violé est un intérêt général. En ce qui concerne la nullité relative, l'intérêt violé est un intérêt, bien entendu, particulier.
Donc un contrat irrégulièrement formé est un contrat nul, ne peut pas produire d'effet. Mais lorsque le contrat accord de volonté destiné à produire des effets de droit est un contrat valablement formé, il produit bien entendu des effets que nous verrons bien entendu dans le chapitre 3, les effets du contrat. Donc les effets du contrat, le contrat est un accord de volonté destiné à produire bien entendu des effets. Les effets sont entre bien entendu les parties, mais également entre les parties et les tiers. Donc on parle bien entendu de la force obligatoire du contrat. Le contrat est la loi des parties. Lorsque le contrat est valablement formé, c'est la loi des parties. Donc ce contrat bien entendu est la loi des parties. Il s'impose à tout le monde. Il s'impose aux juges, il s'impose bien entendu aux législateurs. Mais la question que l'on se pose ici est de savoir bien entendu où se trouve le fondement textuel, naturellement, des effets du contrat, de la force obligatoire du contrat. Il est contenu naturellement dans l'article 77 du régime général des obligations qui dispose naturellement que les conventions légalement formées tiennent lieu de là ce qu'ils les ont faites. Mais ce principe n'est pas un principe absolu, c'est un principe bien entendu qui a des atteintes, qui a des limites, naturellement, qui a des dérogations. Mais les effets du contrat également concernent bien entendu les tiers. Les tiers, ce sont bien entendu les étrangers. Ce sont des personnes qui n'ont pas pris partie bien entendu au contrat. Donc, il s'agit bien entendu d'un principe, naturellement, qu'on appelle le principe de l'effet relatif ou le principe de la relativité des conventions. Donc, ce principe également est posé par l'article 78 du régime des obligations qui nous enseigne que les conventions n'obligent que les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers, elles ne profitent que dans les conditions déterminées par la loi. Mais la question qui se pose est de savoir, c'est d'identifier qui sont tiers. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord les tiers absolus, qu'on appelle les penitus extraneis. Ces tiers absolus, ce sont des tiers qui n'ont aucun lien, bien entendu, avec le contrat. Donc c'est à l'égard de ces tiers, bien entendu, que le principe de la relativité joue pleinement, naturellement, ce qu'on appelle tout son étendue, tous ses effets. Mais au-delà, bien entendu, des tiers absolus qui sont les penitus extraneis, il y a ce qu'on appelle les créanciers, il y a ce qu'on appelle les ayants cause à titre universel et les ayants cause à titre particulier. Donc il s'agit bien entendu soit des héritiers, mais également bien entendu des créanciers. Nous savons bien entendu que les créanciers sont des personnes, naturellement, qui sont tenues, naturellement, de réclamer leurs créances. Mais leur gage général, c'est le patrimoine de leur débiteur. Nous savons qu'un créancier peut ne pas avoir, bien entendu, ce qu'on appelle une garantie, mais sa garantie, c'est le patrimoine de son débiteur. Donc c'est pour cette raison, nous pouvons d'ores et déjà dire que la loi a prévu des mécanismes les permettant, bien entendu, naturellement, de réclamer leur dû, à travers, bien entendu, deux célèbres actions, qui sont l'action polienne et l'action oblique, qui consistent naturellement, pour les créanciers, naturellement, d'intenter une action contre le débiteur de son débiteur qui est négligent ou passif. Mais également l'action polienne, qui naturellement qui est une action qui consiste pour les créanciers d'intenter une action pour annuler les actes frauduleux, naturellement bien entendu, du débiteur. Parce que nul ne peut faire libéralité tant que toi-même tu n'es pas libéré. Donc c'est pour vous dire, bien entendu, lorsque le contrat est valablement formé, le contrat doit s'exécuter. Mais le contrat valablement formé peut aussi rencontrer des difficultés. Ces difficultés sont au nombre de deux. Il s'agit des difficultés d'exécution d'ordre économique, mais également des difficultés d'exécution d'ordre intellectuel. Lorsqu'il s'agit de difficultés d'exécution d'ordre économique, on parle de la théorie de l'imprévision qui a été bien entendu rejetée pendant longtemps par la jurisprudence française, mais qui finalement a été naturellement bien entendu admise naturellement à travers la réforme du 10 février 2016 en France. Donc enfin, nous pouvons d'ores et déjà dire, effectivement, il y a ce qu'on appelle une seconde difficulté, la difficulté d'exécution d'ordre intellectuel. Donc lorsqu'il y a une telle difficulté, le contrat va être interprété. Et qui va interpréter le contrat, il y a bien entendu deux phases. La première phase, c'est le juge du fond. Mais la seconde phase, bien entendu, lorsque cette interprétation est faite, cette interprétation, naturellement, est contrôlée par, bien entendu, la Cour de cassation ou la Cour suprême cas du Mali. Donc, à la lumière de toutes ces précisions, nous pouvons d'ores et déjà dire, bien entendu, que tout juriste qui aspire à être juriste dans l'avenir doit naturellement apprendre, comprendre et maîtriser, bien entendu, le droit des obligations. Nul juriste qui ne maîtrise pas le droit des obligations, bien entendu, ne mérite pas l'appellation, bien entendu, de juriste, parce que tout simplement, on peut faire toute sa vie sans jamais rencontrer le droit pénal, mais on ne peut pas vivre une journée de sa vie sans rencontrer, bien entendu, le droit des obligations. Soit on a acheté, soit on a vendu, soit on a causé, bien entendu, du dommage à autrui. Donc c'est pour vous dire en quelque sorte l'importance, bien entendu, de cette discipline que tous les étudiants
qui aspirent naturellement à être bons juristes doivent naturellement, bien entendu, maîtriser cette discipline. Nous ne saurions terminer sans naturellement remercier ce qu'on appelle toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation, bien entendu, de ce cours. Vivement le second semestre, bien entendu, pour un autre module consacré naturellement aux faits juridiques qui va nous ouvrir sur les obligations involontaires, à savoir le droit de la responsabilité civile. Je vous remercie pour votre aimable attention.